Salut à tous, salut à toutes, vous êtes bien sur la chaîne de Captain Delboy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler encore une fois d'une série Netflix. Et comme vous le voyez à mon costard, on va tout de suite parler de la série sur Bernard Tapie, intitulée tout simplement Tapie par Tristan Seguela. Alors, on se lance avec un petit générique pas inédit et tout ci, et on se retrouve juste après. C'est bon pour vous? Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, Bernard Tapie, pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène, l'énergumène si j'ose dire, c'est grosso modo, c'est le caïd, en fait, dans l'univers Marvel, c'est le caïd mais version française, hein, et sans le côté je bute des gens, quoique. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que, en fait, le projet de série est donc créé par Tristan Seguela. Tristan Seguela est donc le fils de Jacques Seguela, le publicitaire très connu, qui, Jacques Seguela lui-même, était un ami de Bernard Tapie. Donc, ma crainte était quand même, en voyant cette série, de dire peut-être qu'ils vont tomber dans les affres de la complaisance, à savoir faire de Bernard Tapie un gentil. Alors, Bernard Tapie n'était pas, genre, c'est pas un nazi, c'est pas un mec d'extrême droite, bien au contraire, il était très 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 opposé à l'extrême droite, mais pour moi ce sera ça le défaut majoritaire de la série, c'est qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de réécriture, je pense qu'il y a des événements qui ont été réécrits, des choses qui ont été rajoutées, d'ailleurs ils le disent dans la série, dans le générique, ils disent que les faits, c'est-à-dire que les choses qui se sont passées dans la vie de Bernard Tapie sont dans la série, mais c'est un peu romancé. Les dialogues, les situations sont des choses écrites afin de pouvoir créer quelque chose de cinématographique. Voilà. Et eh bien, c'est une très bonne série. C'est une très 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 bonne série. C'est pas une série qui va me laisser un souvenir de fou furieux, genre c'est pas How I Met Your Mother, ou même c'est pas One Piece par exemple, pour parler de Netflix, ou de Sex Education dont on parlera juste après. Mais c'est une série qui est pratiquement parfaite en fait, dans le sens où, alors déjà, gros point positif, la mise en scène est brillantissime. Il n'y a pas beaucoup de mouvements de caméra, c'est beaucoup un travail du plan fixe, mais les plans sont admirablement composés, la photographie est absolument magnifique, tous les acteurs sont formidables, c'est le meilleur rôle de Laurent Lafitte, mais alors là de très 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 loin. Il y a une montée en puissance dans le jeu de Laurent Lafitte au fur et à mesure des épisodes, et à la fin il est au firmament quoi. Les dialogues sont absolument exceptionnels. On a dans les deux premiers épisodes Fabrice Lucchini qui vient dire bonjour, qui vient prendre son chèque. Et alors là, il a des scènes avec Laurent Lafitte qui sont exceptionnelles. C'est des confrontations. Vraiment, genre, Lucchini, c'est un peu le méchant du début de la série, en fait. C'est un peu genre oui, moi, je vais prendre l'argent de Bernard Tapie et je vais m'en aller, gna gna gna. Connard de Parisien. C'est un connard de Parisien. Voilà, pour que vous fassiez une petite ordre d'idée. Alors, tous les Parisiens sont pas des connards, mais quand même. je m'égare. Et du coup, Joséphine Japy, qui joue la femme de Bernard Tapie, est formidable. Voilà, en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur cette série. Hein, parce qu'il n'y a pas, comme One Piece, des trucs de fou furieux à dire, si ce n'est que c'est super bien mis en scène, c'est extrêmement bien joué, mais le problème c'est que ouais, ça fait un peu de la réécriture historique. Et moi, j'ai un peu de problème avec la réécriture historique, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui se lassent du biopic. Parce que biopic, pour ceux qui ne sont pas cinéphiles, n'est-ce pas, biopic c'est le fait de raconter la biographie épique, biopic, t'as compris, de fait de raconter donc la vie d'une célébrité, d'un réalisateur, d'un acteur, d'un chanteur, d'un politicien au cinéma. Sauf que là où c'est intéressant, c'est que là c'est une biographie en série. Et les biopics en série,
eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Les biopics, c'est majoritairement des films. Là, je pense moi, j'aime bien le biopic parce que, par exemple, il y a Elvis, que j'ai beaucoup aimé. Il y a le biopic sur The Social Network, sur la création de Facebook, qui est un de mes 20 films préférés, qui est un chef-d'œuvre absolu de David Fincher. Voilà, il y a plein de biopics qui sont bien, mais je comprends qu'on puisse se lasser parce que c'est un biopic qui est assez... Tapi, c'est un biopic qui est assez classique dans la forme, même si effectivement le découpage, le fait de le mettre en série plutôt que de le faire en un film de 2 heures ou 3 heures, on en fait un long film de 7 heures je crois à peu près, parce que c'est quasiment 1 heure par épisode. Bien, je trouve que c'est un peu classique dans la forme, dans le sens où on part du début pour arriver à la fin, alors que t'as des biopics qui ont des... comment dirais-je, des narrations non linéaires qui vont dans le futur pour revenir au présent, pour aller dans le passé, etc., etc., etc. Mais la mise en scène m'emporte, et puis Laurent Lafitte est brillant. Alors moi, je trouve que c'est globalement une très très bonne série, ce qui commence à me faire poser des questions et à me remettre en question moi-même, parce que dans ma dernière vidéo, je disais que Netflix c'était globalement de la merde. Je maintiens ce que je dis, attention. Mais là, ils nous ont enchaîné One Piece, qui est une très bonne série, je vous l'ai dit, Tapi, qui est une très bonne série française, qui plus est, et alors là... c'est quand même extrêmement fort. Je ne comprends pas pourquoi Tapi n'a pas été financé par Canal+. Objectivement, peut-être pour des points de vue politiques différents, peut-être étant donné que Tapi était à gauche et que Canal+ était un peu plus à droite. Peut-être que ça... Bref, je m'égare. Mais ah ouais, mais c'est pour ça en fait. Ouais, en fait, j'ai trouvé la réponse tout seul à ma question. Bref. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, non. Donc Netflix, ils ont fait ça. Et là, juste après, je vais vous parler de Sex Education. Mais les gars, Netflix commencerait-il à faire des bonnes séries ? Non. Il y a Stranger Things qui arrive dans 6 mois. Donc c'est non. Enfin, dans 6 mois, dans 1 an. Puis il y a encore d'autres séries, mais ça c'est... Là, ça... Alors, pour savoir si un film ou une série est éclaté au sol ou très bien, j'ai inventé quelque chose pour cette émission, pour ma chaîne YouTube, à savoir le dunomètre. Alors, qu'est-ce que c'est que le dunomètre ? Le dunomètre, ça veut dire que 0, c'est dune. C'est ce qu'il y a de pire dans l'histoire du cinéma et de la culture en général. Et 10, c'est Avengers Endgame. C'est bon pour vous ? Est-ce que je vais faire jaser en faisant ce classement ? Oui, j'en ai rien à foutre. Donc on va dire que Tapi, la série, elle est à peu près à 7 sur 10, on va dire, au dunomètre, ok ? Hein ? Parce que j'aurais aimé... Moi, le dernier épisode, je sais que tout le monde a adoré ce dernier épisode. Moi, je l'ai trouvé un peu mou, je trouvais qu'on perdait le rythme, je trouvais que... parce que donc, le dernier épisode, il dure, je crois, 1h10, un truc comme ça, ou 1 heure. C'est 40 minutes de Tapi qui parle dans un bureau avec un procureur de la République. Et moi, le chant contre chant, même si c'est bien mis en scène, au bout d'un moment, ça a tendance à un peu me casser les couilles. Hein. Parce que chant contre chant, chant contre chant. Les gars, faites des mouvements de caméra, parce que là, je vais me tirer une balle, en fait. Moi, j'aime bien quand la caméra, elle a de la vie. Donc, la mise en scène est belle, mais c'est globalement, il y a peu de mouvements de caméra. Même si les décors sont très beaux, que la reconstitution historique, elle est folle. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait de la vie dans la mise en scène. J'aime ça, j'aime les plans séquences, j'aime les travelling, j'aime quand ça bouge. C'est pour ça que j'aime beaucoup Sex Education, dont je vais vous reparler juste après. mais ouais, non, Tapi, très 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 bonne série, très bonne surprise. Allez la regarder, quoi, en fait. Hein ? Et puis, il y a aussi un truc qui m'intéresse énormément sur Bernard Tapie. Bon, alors, c'est un connard, on est d'accord. Mais il y a un truc qui m'intéresse, je sais pas si c'est la série qui l'a écrit comme ça ou si c'est vrai, mais dans la série, en fait, on nous présente Tapi comme étant un homme de gauche venant des banlieues parisiennes qui est là pour le peuple, qui veut que les jeunes soient le moteur de la France, qui veut que tout le monde soit bien dans ce pays. En fait, il voulait transformer la France en les États-Unis. Et moi, j'adore Captain America, j'adore les États-Unis, c'est le meilleur pays du monde. Donc, pourquoi pas ? Sauf qu'en fait, il a été brimé et détruit par le capitalisme français et par la République française. Grosso modo, je vous la fais simple, on nous présente Bernard Tapie comme un gentil et le gouvernement français, c'est les méchants. Ce qui est globalement pas tout à fait un mensonge. C'est globalement vrai. Mais, en fait, ce qui m'a énervé, c'est qu'on a oublié les mauvais côtés de Tapie. Hein, parce que Tristan Segala disait dans ses interviews, ouais, on va montrer les mauvais côtés de Tapie. Ouais, d'accord. C'est quoi les mauvais côtés ? Ok, il a trompé sa femme. Ouais, c'est pas ouf, on est d'accord.
Il a truqué des matchs pour gagner la Coupe d'Europe. Oui, bon, ça encore ça va, ça je m'en bats les couilles. Par contre, c'était un connard avec les meufs, c'était un connard tout court d'ailleurs, c'était un ogre en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui le qualifiaient d'ogre, Tapi. Et il m'a manqué cette noirceur-là en fait. Il m'a manqué ce côté monstre de la politique qui veut tout engloutir, mais qui reste quand même droit dans ses baskets, qui fait genre... mais comme les méchants de comics en fait, qui fait genre, oui, je suis un gentil, oui, aimez-moi, votez pour moi, alors qu'en fait c'est un connard, tu vois. Bref. Tapi, conclusion, belle série. Maintenant on va parler de la dernière saison de Sex Education. C'est bon pour vous? Allez, tout de suite. Vive le cul, vive le fion, vive les bons copains, vive l'alcool. Aujourd'hui on va parler de Sex Education saison 4. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Alors, Sex Education saison 4. J'avais déjà parlé de la saison 3 de Sex Education sur ma chaîne l'an dernier. Et je disais que Sex Education c'était clairement la meilleure série Netflix. Eh bien ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé dans le sens où Sex Education c'est putain de super en fait. Parce que Sex Education, c'est arrivé donc en 2018, la première saison. J'avais donc 16 ans. Et j'étais vraiment, mais alors vraiment le cœur de cible de cette série. C'est-à-dire que j'étais jeune, j'étais ado, j'étais puceau à l'époque, hein, je pense qu'on peut le dire, de fou. Et du coup, avoir envie de pécho... Ah, ça faisait longtemps, j'ai roté. Avoir envie de pécho la moitié de la planète, globalement c'est quelque chose que je connais bien. Du coup... quand cette série est sortie, j'étais en mode ah putain, mais ça s'adresse trop à moi, c'est trop mon histoire, genre je me reconnais dans les personnages. Et c'est pour ça que j'ai apprécié. Et puis après, j'ai grandi. Et après, j'ai rencontré le cours Florent. J'ai rencontré le cinéma, l'art, la cinématographie. Et je me suis rendu compte que non seulement Sex Education, ça me parlait, que c'était très drôle, que c'était très bien écrit, mais qu'en plus, c'était putain de super bien joué, et qu'en plus, il y avait une mise en scène absolument exceptionnelle. Et quand la saison 3 est sortie l'an dernier, j'en suis ressorti, mais en larmes. C'est-à-dire que je me rappelle bien, les 4 derniers épisodes de la saison 3, je chialais à chaque scène. Même les scènes drôles, je chialais. C'était mais un torrent de larmes, mais un torrent. Je suis fragile, c'est possible. Bref. Et du coup, quand on nous annonce que la saison 4 sera la dernière, j'étais en mode ah bon, c'est dommage parce que j'aime bien cette série, mais c'est ça que je trouve bien dans les séries, c'est les créateurs qui écrivent leurs séries de façon à ce qu'il y ait une fin. Je m'explique. Vous voyez par exemple, et là je sens que je vais m'attirer les foudres d'une certaine personne qui regarde mes vidéos, mais c'est pas grave. Quand vous regardez Grey's Anatomy, qui a environ 37 saisons à peu près, il n'y a pas de fin. Parce qu'il y a toujours des nouveaux médecins, il y a toujours des nouvelles romances, des « Ah oui, moi je te kiffe, ah ouais, viens, on va baiser dans la salle de pause. On a une opération du cerveau, ouais, c'est pas grave, on la fera après. » Il n'y a aucun sens, tu vois. Tout se mélange, et puis il n'y a jamais de fin. Parce que, par exemple, avec la mort des personnages de Grey's Anatomy, genre la mort de Meredith, la mort de Patrick, de Dr Mamour, on aurait pu se dire « Ah, peut-être que c'est la fin. » Non, jamais. Alors que là, Sex Education, comme Breaking Bad, comme Game of Thrones, les scénaristes ont écrit les épisodes, ont écrit la série, de façon à ce que les arcs narratifs de tous les personnages soient bouclés. Des personnages secondaires comme des personnages primaires. Et on dit pas personnage primaire, j'en ai rien à foutre. Et du coup, c'est hyper intelligent cette série, mais je dirais que j'ai préféré la saison 3 à la saison 4, et la raison majoritaire est que, malgré que cette saison 4, on en parlera, a des très très bonnes qualités, je trouve que c'est une saison qui n'est pas très utile. Je m'explique, c'est-à-dire que Sex Education se serait fini avec sa saison 3, que ça m'aurait pas dérangé tant que ça. Parce que, donc, si vous saviez, à la fin de la saison 3, les élèves de Moordale, donc Jackson, Otis, Eric, Aimee, Viv, Ruby, notamment aussi, et Cal, je crois que j'en ai oublié, non, je crois pas, bref. Les personnages principaux de la série qui sont au lycée sont transvasés dans un autre lycée parce que leur lycée est devenu le lycée du sexe, le lycée où tout le monde s'envoie en l'air devant tout le monde. D'ailleurs, ça c'est un truc qui m'a un peu dérangé dans Sex Education, à savoir que genre les gens ken en plein milieu de la cour de récréation, ça ne gêne personne. Mais c'est formidable, mais emmenez-moi dans ce lycée. Bref, je m'égare.
Et du coup, à la fin de la saison, ils sont tous transvasés dans un autre lycée pour faire leur dernière année, pour passer le bac. Maeve s'en va en Amérique pour faire des études de littérature. La mère de Otis a un nouvel enfant. Voilà. Moi, ça m'allait, en fait. Il me fallait pas plus que ça. Parce que ça laissait, en même temps, une sorte de fin à quelque chose. Et en même temps, ça permettait de laisser, aux spectateurs la possibilité d'imaginer ce qui arrivait au personnage. Et là, on veut nous donner une fin. Eh bien, je trouve que cette fin, elle est un peu... C'est pas une mauvaise fin, c'est juste que c'est une fin très abrupte et un peu décevante. Dans le sens où... Bon, j'avais dit que je spoilerais pas, je vais essayer de pas spoiler, mais je vais peut-être vous dire 2-3 trucs. Gros point fort, comme dans toutes les saisons de Sex Education, la mise en scène, l'écriture et le jeu des acteurs. La mise en scène, il y a des plans que j'ai trouvé absolument incroyables dans son montage, dans son éclairage. Ça joue beaucoup sur la surexposition de l'image, avoir une lumière presque aveuglante. Il y a des idées de plans, des idées de mise en scène, de zoom, de dézoom qui sont exceptionnelles. Vraiment, la mise en scène, elle est formidable. Le jeu des acteurs, c'est très très cool. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment choqué dans cette saison. Mais alors vraiment là ça m'a choqué, c'est-à-dire que en fait dans Sex Education on essaye de nous faire croire que les comédiens ils ont genre 16, 17, 18, 19 ans alors qu'ils en ont 25. Ça me gêne un peu, parce que par exemple genre moi j'ai 21 ans, j'aurais pu jouer dans Sex Education. C'est bon pour vous ? Quel rôle j'aurais fait ? Otis, évidemment. Voilà. Bref. Et en fait, les scènes comiques sont très bien jouées, les scènes de sexe, parce qu'on pourrait se dire, si on est un boomer un peu débile, on pourrait se dire oui, alors Sex Education, c'est juste une série où il y a des gens qui baisent et ça fait plaisir aux gens. Alors, oui, il y a des gens qui baisent et oui, ça fait plaisir aux gens, moi j'adore ça. Mais même quand ça baise, il y a toujours une idée de mise en scène, une idée d'éclairage. On va se dire, tiens, on va se faire la lumière ici, on va faire un plan comme ça avec la caméra qui tourne. Et du coup, ce qui fait que c'est pas genre juste plan fixe, des gens qui baisent, et t'as dire, oui, c'est super, ça m'excite. Non. C'est poétique, c'est intéressant, c'est drôle, c'est très très drôle. La série, il y a beaucoup de fois où je me suis surpris à rigoler. Et puis alors, évidemment, mais des larmes énormissimes. Oh là là là, putain, je savais que j'allais chialer, parce que déjà en regardant la bande-annonce, j'avais chialax, quoi. Mais alors, franchement, cette série, elle est terrible pour nous, les jeunes adultes, parce que en fait, même si elle parle d'adolescents, elle peut s'adresser à tout le monde. Dans le sens où on a quand même le personnage de la mère d'Otis, et de sa sœur aussi, qui est un nouveau personnage, ça Johanna. On a toutes les thématiques sur l'entièreté de ces 4 saisons, et aussi sur cette saison en particulier, toutes les thématiques sont abordées. On a la thématique de l'agression sexuelle et du viol, on a la thématique du harcèlement, et alors ça, bon, vous savez que ça me touche, hein, pour des raisons personnelles. Ouais, non, le harcèlement, c'est pas ouf. Franchement, faites pas ça. C'était un message de Captain Melboy engagé. Donc, le harcèlement, il y a aussi tous les problèmes sexuels, parce que c'est ça, en fait, le principe de Sex Education, c'est Otis qui, comme sa mère est thérapeute, Otis transmet des conseils de sexologie à des jeunes adultes, des jeunes ados. Et il y a aussi la thématique, il y a plein de thématiques, donc l'impuissance sexuelle, la peur du non-désir, la libido qui change, le corps qui change, le rejet des autres, les sentiments, l'amour, l'amitié. Exceptionnel. Moi, sans aucune surprise, le personnage qui m'avait le plus marqué durant cette série, c'était Adam Groff, qui avait eu une évolution dans la saison 2 et dans la saison 3 que moi je trouvais hyper intéressant et hyper émotionnel, dans le sens où Adam dans la saison 1 nous est présenté comme homophobe, harceleur, un connard en fait, et à la fin de la saison 1 il finit tout simplement par disons sucer la choupa choups de Eric, hein, on va appeler ça comme ça, et du coup il se dit ah tiens peut-être que j'aime les kikis, et au final il fait son coming out bisexuel, il sort avec Eric dans la saison 2 et il rompt à la fin de la saison, et du coup Adam commence à rencontrer tout simplement ses sentiments. Il se dit peut-être que je suis pas un connard, peut-être que j'ai des émotions. Et encore une fois, il a une relation avec son père un peu compliquée, et ça me touche tout le temps. Oui, alors si vous regardez cette chaîne tout le temps, vous savez ce qui commence à me toucher dans la vie.
Et du coup, à la fin de cette saison 3 aussi, enfin même fin de la saison 2, le principal Groff, donc le père de Adam, est licencié et bon, il fait globalement une dépression, sa femme le quitte parce que il baisse plus, donc lui il est en mode mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et du coup, les meilleures scènes de cette saison sont les scènes avec Adam et son père, parce que c'est hyper touchant de savoir que en fait, son père essaye de devenir une meilleure personne, essaye d'ouvrir ses émotions, en fait, tout simplement. Et Adam qui tout simplement lui dit mais gars, en fait, genre, j'en ai marre, moi j'ai tout le temps l'impression de te décevoir et toi t'es trop bizarre parce que tu essaies de t'ouvrir à moi mais c'est trop chelou et tout. Et du coup il y a des scènes qui sont à la fois très drôles, très émotionnelles. Alors moi j'ai chialax à pratiquement toutes les scènes avec Adam, donc Adam meilleur personnage. Ensuite, Otis. Tout le monde dit « Ah ouais, Otis, c'est vraiment un mec gentil. » Je suis désolé, mais sur la saison 3 et la saison 4, je trouve que c'est quand même globalement un connard. Alors certes, il fait des choix logiques, et même il y a parfois des actes où je me suis dit « Ah ouais, j'aurais pu réagir pareil face à ça. » Bon, moi je suis un connard, donc c'est pas grave. Mais vraiment, le gars, c'est dur. Vraiment, le gars est un connard. Eric est un connard. Non, Eric n'est pas un connard, mais Eric, il a pris cher pendant cette saison à cause de Otis, comme d'habitude. Donc, oh là, je suis en train de m'égarer là. Et alors aussi un constat, mais ça je ne serais... là je sens que je vais faire jaser dans les chaumières. Dans la saison 4 de Sex Education, donc les élèves de Mourdel sont transférés dans un autre lycée qui est géré par les élèves. Je mets des guillemets. Et du coup, c'est un lycée inclusif où il y a donc plein de personnes de la communauté LGBT, des hommes trans, des femmes trans, des personnes non binaires, des personnes queer, des gens aussi qui sont pas de la communauté LGBT mais qui sont des gens des minorités. On a aussi, je crois, on a des personnes handicapées physiques, handicapées moteurs. On a aussi une personne qui est sourde, enfin qui est malentendante. Donc voilà, on est sur un lycée très très inclusif. Et alors là, je sais que tous les wokistes, mais tous, ils vont tous faire oui, alors c'est une série... Non, pas les wokistes, pardon. Oula. Tous les gens d'extrême droite vont dire ah oui, alors c'est une série complètement woke, c'est une mauvaise série Netflix. Il y a un truc, c'est que dans cette série, tout le monde est beau. Mais je ne sais pas si c'est l'effet de la caméra, si c'est les costumes qu'ils ont, les outfits, ou j'en sais... Tout le monde est magnifique, mais tout le monde. Tu n'as pas, que ce soit les hommes trans, les femmes trans, les hommes cis, les femmes cis, tout le monde est magnifique dans cette série, vraiment. Hein. Tout le monde, ils ont des espèces d'outfits de fous furieux, ils ont des costards. Alors, costards, passion costard depuis toujours. Ils sont exceptionnels, putain de merde, tout le monde est beau. Jackson, mais alors Jackson, c'est le plus beau gosse de toute cette série, on est tous d'accord là-dessus. C'est formidable en fait. Excusez-moi, mais c'est formidable. C'est l'effet de la caméra, je ne sais pas, mais c'est bizarre. En tout cas, tout le monde est beau. Bref, tout ça pour dire que donc Sex Education est une très bonne série qui a de très grosses qualités dans cette saison. Mais en fait, c'est un peu vain parce que ça ne m'intéresse pas de fou, en fait, ce qu'il me raconte. Dans le sens où, ce qu'il me raconte avec Adam et son père, parce qu'en fait, Sex Education, ça marche par arc narratif. Dans le sens où on passe d'une scène à une autre, d'un arc narratif à une autre. Il y a donc Otis qui essaye de gérer sa relation avec Maeve, tandis que Ruby est à côté, et clairement elle est toujours amoureuse de lui. On a Eric qui est complètement laissé de côté par Otis, comme dans toutes les saisons, et qui dans ce nouveau lycée où il y a plein de personnes LGBT se sent beaucoup plus à sa place, et se sent beaucoup plus compris avec des gens qui sont de sa communauté. Et on a aussi Aimée qui tente de, suite à l'agression qu'elle a subie dans la saison 2, je crois, ou 3, elle tente de se reconstruire à travers l'art. Elle a des très belles scènes avec Isaac d'ailleurs. On a Isaac qui sert globalement à être avec Aimée. Voilà. Isaac qui fait découvrir l'art à Aimée. Et on a aussi Jean qui fait une dépression postpartum. Alors ça c'est très intéressant parce que ça c'est quelque chose que je... moi j'ai 21 ans, j'ai pas d'enfant. Donc je ne connais pas encore la dépression postpartum. Par contre... je sais que c'est quelque chose de très touchant et puis Jean Milburn, donc Gillian Anderson l'actrice, joue très très bien ces scènes là, donc c'est très émotif, même pour moi qui n'ai pas d'enfant, j'ai chialé. Donc non, c'est une très très bonne série, c'est formidable Sex Education, mais effectivement j'ai l'impression qu'on essaye de tirer sur la corde en fait, en mode oui on fait une saison 4 pour faire une fin, sauf qu'en fait la fin elle est pas ouf, parce que spoiler, en fait tous les arcs narratifs sont clôturés.
dans le sens, je vais pas vous révéler, mais tous les arcs narratifs sont clôturés. Et en fait, à la fin, Maeve Maeve, elle est revenue à Moordale parce que, voilà, il se passait des choses. Du coup, elle est en couple avec Otis, ils font crac crac boum boum, c'est super, on adore, c'est ce qu'on attendait depuis 4 saisons, donc putain, heureusement qu'ils ont fini par baiser. Et puis à la fin, elle dit, allez, je retourne en Amérique, je veux devenir écrivaine. Bah gars, ok, c'est la meilleure décision, mais je sais pas, cette fin, moi, elle me parle pas. En fait, c'est hyper paradoxal. Là, je fais une vidéo de 40 minutes, il va falloir que je m'arrête. C'est hyper paradoxal parce que dans cette saison, il y a plein de bonnes scènes, il y a plein de bonnes idées de scénario, je parle uniquement de scénario. Il y a plein d'idées d'arc narratif, notamment Vive aussi, qui est face à un pervers narcissique, ça m'intéresse beaucoup, ça me touche, parce que j'ai, voilà. On a Aimé qui tente de se construire, enfin on a plein d'idées comme ça qui sont intéressantes, et en même temps, je me dis, mais est-ce que c'est très utile d'avoir fait cette saison ? Est-ce qu'on en avait vraiment besoin ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu simplement laisser cette fin de saison 3 qui était très bien et nous laisser comme ça vagabonder ? Je pense que ça aurait été une meilleure chose. Voilà. Donc c'était ma critique de Sex Education. Bonne série, bonne mise en scène, bon acteur, mais peut-être un peu vaine, peut-être pas forcément très utile comme fin de saison. Et s'il y a un truc que j'ai retenu de cette saison, de cette série, pardon, comme je l'ai retenu de How I Met Your Mother, comme je l'ai retenu avec This Is Us, quand vous aimez des gens, que ce soit en amitié, en amour, ou autre chose, vous voyez ce que je veux dire ? Dites aux gens que vous les aimez, dites à vos amis que vous les aimez, dites à votre famille que vous les aimez, c'est très important, ce genre de choses. Alors, quand ça va pas, eh bien, dites-le. Ou alors regardez mes vidéos, en général ça peut détendre. Allez, dites à vos amis que vous les aimez, et puis mariez-vous et baisez tous, c'est super. Allez, vive le fion, c'était Captain Hellboy, à bientôt.